Il fut un temps où Paris respirait la culture comme aucune autre ville au monde. Marcher dans ses rues, c'était comme entrer dans un musée vivant. Les cafés étaient de véritables laboratoires d'idées, où écrivains, peintres et philosophes débattaient jusqu'à l'aube. Le voyageur y venait en quête d'inspiration, de poésie, de cette beauté qui ne se vend pas en vitrine. L'essence de la ville se trouvait dans les librairies aux parfums de papier ancien, dans les petits ateliers dissimulés et dans l'improvisation artistique qui surgissait au coin des places. Mais ce Paris-là disparaît, non par manque d'histoire, mais par excès d'exploitation. Aujourd'hui, le Paris qui domine l'imaginaire collectif n'est plus celui de la culture, mais celui de la marchandisation culturelle. La ville qui autrefois célébrait les artistes célèbre désormais les files d'attente. Files pour la Tour Eiffel, pour le Louvre, pour une simple photo devant un café stylisé devenu spot instagrammable. L'art a cédé la place au marketing. Le symbolique s'efface devant le contenu performé. Paris n'est plus le berceau de la culture, c'est le décor d'une culture emballée pour une consommation instantanée. Les musées, autrefois temples de contemplation, fonctionnent aujourd'hui comme des usines à flux touristique. Le visiteur n'observe plus un tableau. Il se bat pour quelques centimètres de sol afin de prendre un selfie. Les chefs-d'œuvre sont devenus des arrière-plans. L'expérience culturelle s'est dissoute dans la précipitation et dans le coût. Un simple billet pour des attractions auparavant populaires est devenu prohibitif. Ce qui devrait être une rencontre avec l'art s'est transformé en processus logistique fait d'horaires réservés, de QR-codes à scanners et de couloirs bondés de gens qui sont là davantage par obligation que par admiration. Dans les quartiers historiques, les petits ateliers et librairies indépendantes sont remplacés par des chaînes internationales vendant les mêmes produits que dans n'importe quelle métropole. La bohème disparaît en silence, poussée par des loyers agressifs, la gentrification et une politique urbaine qui privilégie le touriste à fort pouvoir d'achat au détriment de l'habitant et du voyageur en quête d'authenticité. L'artiste qui autrefois façonnait l'âme de la ville lutte désormais pour trouver sa place entre les franchises de luxe. Même la gastronomie, pendant des décennies un rituel culturel, est devenue spectacle. Les restaurants traditionnels ont été engloutis par le tourisme de masse et beaucoup des bistrots les plus célèbres n'accueillent plus de riverains depuis des années. Aujourd'hui, une grande partie du romantisme parisien est soigneusement scénarisée, emballée, vendue et repostée. Ce qui autrefois était spontané paraît désormais décoré. Pendant des décennies, Paris a régné sans partage comme la destination incontournable de tout voyageur mettant les pieds en Europe. La promesse était claire, glamour, culture, histoire et un charme inimitable. Mais peu à peu, ce qui semblait autrefois irremplaçable a commencé à faire face à une concurrence qui a grandi silencieusement et rapidement. Aujourd'hui, la réalité est autre, Paris n'est plus seul au sommet. Et pour de nombreux touristes, elle n'est même plus la meilleure option. L'Europe a ouvert la voie à une nouvelle génération de villes qui offrent des expériences aussi riches que celles de Paris, mais avec des prix, une accessibilité et une authenticité largement supérieures. Lisbonne, par exemple, a conquis le monde. Des restaurants primés pour une fraction du prix parisien, des hôtels aux vues époustouflantes pour des tarifs accessibles, une chaleur humaine qui ne s'achète pas en euros supplémentaires et une énergie créative qui rappelle le Paris des années 60, celui qui était vibrant, spontané et véritablement culturel. La capitale portugaise est devenue l'alternative préférée de ceux qui recherchent du charme sans se ruiner. Barcelone suit la même voie. Avec son mélange de plages, d'art, de gastronomie et de vie nocturne, la ville espagnole offre une expérience complète sans les coûts prohibitifs des capitales les plus traditionnelles. Stockholm, Prague, Budapest, Cracovie et même des villes plus petites comme Ljubljana et Porto sont passées de destinations secondaires à choix stratégiques. Qualité supérieure, prix juste et une sensation d'authenticité que Paris a perdue en devenant un parc à thème à ciel ouvert. Le phénomène ne se résume pas au coût, il s'agit d'expérience. De nombreuses villes européennes ont compris que le voyageur moderne veut de l'appartenance, pas seulement des points touristiques. Il veut des rues où la vie locale existe encore et non des parcours balisés par des guides et des files interminables. Il veut manger là où les habitants mangent, boire là où la musique naît, marcher dans des quartiers qui ne ressemblent pas à des décors soigneusement fabriqués pour les photos. Et tandis que ces destinations montent en puissance, Paris reste en arrière, prisonnière d'un modèle saturé. De plus, la facilité de transport en Europe a accéléré ce renversement. Les compagnies low cost relient n'importe quel pays à des prix dérisoires. Un touriste peut choisir entre payer des centaines d'euros pour un week-end à Paris ou la moitié de cette somme pour passer des jours tout aussi inoubliables à Vienne, Bruxelles ou Amalfi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et la frustration envers Paris parle encore plus fort. Il fut une époque où Paris semblait chargé d'une magie difficile à expliquer. C'était quelque chose qui ne s'achetait pas, ne se vendait pas, ne se photographiait pas. Cela se ressentait simplement. Un charme simple, presque accidentel.
Des cafés étroits où des écrivains passaient des heures à observer la pluie. Des librairies qui semblaient gardiennes de secrets anciens, des marchés de rue où chaque vendeur connaissait le quartier par son prénom. Ce Paris a existé, et c'est précisément cette version de la ville qui, peu à peu, est en train de disparaître. Le problème n'est pas que les bâtiments ont changé. Beaucoup sont toujours les mêmes. L'architecture demeure imposante, les monuments sont à leur place, les ponts reflètent encore le coucher du soleil sur la Seine. Ce qui a changé, c'est l'âme du lieu. Le charme parisien ne résidait pas dans les façades, mais dans le quotidien. Et ce quotidien est englouti par la standardisation touristique et la pression économique qui transforment la vie réelle en décor. Les petits cafés familiaux, ceux avec des menus écrits à la main et des serveurs qui traitaient les clients comme des habitués, ferment leurs portes. À leur place surgissent des établissements qui vendent l'expérience parisienne, mais qui n'en font plus partie. Ils imitent l'esthétique sans en incarner l'esprit. La bohème a été remplacée par une décoration étudiée, des prix gonflés et un service impersonnel. C'est le Paris fait pour la photo, non le Paris fait pour y vivre. Dans les quartiers les plus célèbres, comme Montmartre, le quartier latin ou Saint-Germain-des-Prés, la transformation est encore plus évidente. Les artistes de rue ont été remplacés par des files de touristes disputant le même angle pour le même poste sur la même application. Des rues qui jadis inspirèrent des romanciers servent désormais de couloirs touristiques où le visiteur peine à marcher sans heurter quelqu'un tenant un trépied. Le commerce local, qui donnait une identité au quartier, a cédé la place à de grandes marques internationales. Ce qui était unique est devenu reproductible. La ville qui inspirait les peintres expose désormais des vitrines identiques à celles de n'importe quel centre commercial du monde. La diversité artistique, qui naissait dans les petites rues, a été écrasée par des loyers impossibles à assumer. Même la nuit parisienne, autrefois spontanée, semble aujourd'hui scénarisée. Les bars pleins d'étudiants et de musiciens ont été remplacés par des lounges avec liste d'attente et des cocktails coûtant le double d'un dîner complet dans des villes voisines. La bohème est devenue un produit premium. Le plus grand problème est que beaucoup de visiteurs arrivent encore en quête du Paris des livres, des films et des chansons, mais ils trouvent une version diluée, polie et contrôlée de la ville. Un Paris qui conserve le visuel mais a perdu l'imprévu, la poésie et la coïncidence, ces éléments invisibles qui transformaient une simple promenade en quelque chose de mémorable. Visiter Paris a toujours eu un coût, mais ces dernières années, ce coût a cessé d'être seulement financier. Il est devenu émotionnel. Le voyageur arrive en quête d'enchantement et se heurte, dès les premiers pas, à un système de surtaxe qui transforme chaque moment en transaction. Paris est devenu une ville où tout comporte un supplément, tout inclut des frais additionnels, et chaque activité semble conçue pour extraire le maximum de chaque visiteur. Le romantisme existe toujours, mais il n'est accessible qu'à ceux qui peuvent payer. Cela commence par l'essentiel, l'hébergement. Le prix moyen d'un hôtel simple dans un quartier touristique dépasse facilement plusieurs centaines d'euros, sans compter les innombrables frais qui n'apparaissent qu'au moment du check-in. Frais de ménage, taxes de séjour, suppléments pour early check-in ou pour laisser les bagages quelques heures de plus. Ce qui autrefois relevait de la courtoisie s'est transformé en ligne de facturation bien visible. Dans les restaurants, la situation n'est pas différente. Le fameux croissant avec café, autrefois symbole du style de vie parisien, coûte aujourd'hui l'équivalent d'un déjeuner dans d'autres capitales européennes. Beaucoup de menus affichent des prix différents selon que l'on s'installe en salle ou que l'on consomme au comptoir, un système qui surprend les touristes peu informés. Le pourboire, autrefois facultatif, est devenu une demande insistante, voire intégrée automatiquement à la note. Même l'eau, élément essentiel, est facturée à un prix élevé si le visiteur ne sait pas demander la version gratuite du robinet, une pratique peu mise en avant. La mobilité urbaine est également devenue une source de frustration. Taxis et applications de transport appliquent des tarifs qui doublent ou triplent aux heures de pointe. Le métro, bien qu'efficace, exige des billets individuels qui grèvent rapidement le budget du voyageur. Et la moindre erreur, comme emprunter la mauvaise ligne ou mal valider le ticket, peut entraîner des amendes élevées appliquées avec rigueur. Dans les attractions touristiques, la logique est encore plus agressive. Le prix des entrées augmente d'année en année tandis que la qualité de l'expérience diminue, files interminables, réservations obligatoires et, pour ceux qui souhaitent éviter l'attente, billets coupe-fil à des tarifs dépassant largement le prix standard. Même le simple fait de prendre une photo du bon spot implique souvent de payer café, belvédère ou moyen de transport monopolisé par ceux qui y ont vu une occasion de profit. Ce qui pèse le plus, cependant, ce n'est pas le montant absolu des frais, mais la sensation constante que la ville voit le touriste non comme un visiteur, mais comme un portefeuille ambulant. Cela génère frustration, fatigue et un sentiment d'exploitation qui contraste avec tout ce que Paris a toujours représenté. Élégance, légèreté et art de bien vivre.
Au lieu d'être enchantés, beaucoup repartent avec l'impression d'avoir été pressurés par un système qui privilégie le gain immédiat au détriment d'une expérience durable. Et lorsque le coût dépasse le charme, même les lumières de la tour Eiffel semblent moins brillantes. Pendant des décennies, Paris fut le symbole absolu de la bohème. Une ville où les artistes vivaient dans de petits appartements éclairés à la bougie, où les poètes écrivaient sur des serviettes de café, où des musiciens jouaient du violon au coin des rues, et où des peintres installaient leurs chevalets à ciel ouvert. La Paris bohème n'était pas seulement un style, c'était un état d'esprit. On vivait avec peu, mais on vivait intensément. La créativité surgissait de l'improvisation, de la rue, de l'échange entre des personnes animées de la même passion pour l'art et pour la liberté. Mais ce Paris-là, le Paris romantique de l'imaginaire collectif, est en train d'être avalé par une autre force, le Paris corporatif, guidé par le profit et le branding. L'esprit libre a progressivement laissé place aux conglomérats, aux chaînes de commerce et aux méga-entreprises qui transforment des quartiers entiers en vitrines uniformisées. Ce qui était autrefois authentique s'est converti en un produit soigneusement emballé et vendu comme expérience parisienne. Prenons Montmartre comme symbole de cette transformation. L'ancien repère d'artistes vivant dans la précarité mais créant des œuvres immortelles est aujourd'hui dominé par des boutiques de souvenirs identiques, des groupes de touristes suivant des drapeaux colorés et des établissements qui reproduisent une esthétique bohème uniquement pour justifier des prix gonflés. Le peintre authentique qui capturait l'âme du quartier a été remplacé par l'artiste qui répète la même scène pour la vendre en série. Dans les cafés, le changement est encore plus flagrant. Les établissements qui, autrefois, accueillaient des intellectuels comme Sartre, Simone de Beauvoir et Hemingway sont désormais des points touristiques premium, où les visiteurs paient cher pour s'asseoir aux mêmes tables que les grands noms. Ce qui fut un espace de débat est devenu un élément du circuit commercial. La bohème a perdu sa spontanéité et s'est transformée en marketing. Le marché immobilier a accéléré ce phénomène. La Paris bohème était possible parce que vivre dans les quartiers historiques restait abordable. Aujourd'hui, avec des loyers exorbitants, les artistes indépendants n'ont plus leur place dans le centre. Ils sont repoussés vers des périphéries lointaines tandis que les zones emblématiques sont occupées par de grandes marques, des hôtels-boutiques et des entreprises qui transforment chaque coin de rue en opportunité lucrative. Là où se trouvaient autrefois des ateliers improvisés, on voit désormais des boutiques de luxe. Le résultat de cet échange est une ville plus belle à l'œil, mais moins vivante au toucher. Le Paris corporatif brille, mais ne vibre pas. Ses rues sont pleines, mais ne pulsent pas. Il y a du glamour, mais peu de spontanéité. La bohème qui façonnait autrefois l'âme de la ville a été neutralisée par des stratégies commerciales et par une vision corporative qui considère la culture non comme quelque chose à vivre, mais comme quelque chose à vendre. Le touriste le ressent, l'habitant le regrette. Et Paris, bien qu'encore éblouissante, semble de plus en plus éloignée de ce qui l'a rendue éternelle, la sensation que la vie là-bas pouvait être simple, artistique et profondément humaine. Visiter Paris a toujours été considéré comme un privilège, une expérience que beaucoup rêvent de vivre toute leur vie avant de finalement la réaliser. Cependant, ce qui autrefois était synonyme d'enchantement, de charme et de découverte est devenu, pour beaucoup, un parcours marqué par la frustration, l'usure et un sentiment d'abus. L'expérience touristique dans la ville est aujourd'hui plus difficile que jamais. Et non pas à cause de la langue, de la foule ou du climat, mais en raison de la manière dont la ville a commencé à traiter ses visiteurs. L'un des facteurs qui rendent Paris moins accueillante est la surpopulation chronique. Les principales attractions semblent vivre en état permanent de congestion humaine. Le Louvre, par exemple, reçoit tellement de visiteurs par jour que traverser une salle peut prendre près d'une demi-heure. S'approcher de la Joconde est un combat, non une expérience culturelle. Les gens n'observent pas l'art. Ils lèvent simplement leur téléphone pendant quelques secondes avant d'être poussés par le flux de touristes derrière eux. La Tour Eiffel, symbole absolu de la ville, exige des heures d'attente même avec des billets réservés à l'avance. Et lorsque l'on décide de monter à la dernière minute, les prix grimpent de façon absurde, donnant l'impression que tout à Paris est conçu pour compliquer la vie de ceux qui ne veulent pas payer davantage. Il en va de même pour les musées, palais, belvédères et même les promenades sur la Seine. Le visiteur est poussé vers des options premium censées faciliter l'expérience, mais qui, en réalité, ne font que diviser ceux qui peuvent payer et ceux qui ne le peuvent pas pour échapper à l'épuisement. Les transports urbains ont également un impact direct sur l'expérience. Bien que le métro soit efficace, la surpopulation et la présence fréquente de pickpockets génèrent de l'inconfort, surtout pour les voyageurs novices. Dans certaines stations, des files pour de simples distributeurs de billets perturbent le trajet. Quant aux taxis et applications de mobilité, ils pratiquent des tarifs qui augmentent précisément au moment où le touriste en a le plus besoin. Il y a aussi le facteur humain, et pas dans le bon sens.
Beaucoup de touristes rapportent un service brusque dans les restaurants, les magasins et les attractions, en particulier dans les zones les plus fréquentées. La combinaison d'une demande élevée et d'une patience réduite crée une expérience où le visiteur se sent toléré, non accueilli. C'est comme si Paris était fatigué des touristes tout en dépendant financièrement d'eux. Cette ambiguïté crée une atmosphère inconfortable qui influence toute la perception du voyage. À cela s'ajoute un sentiment croissant d'insécurité dans les zones touristiques où vols et arnaques sont devenus courants. Il n'est pas rare de voir des voyageurs avertir les autres de prendre des précautions extrêmes. Des précautions qui devraient être inutiles dans une ville aussi célèbre et aussi chère. Le visiteur passe plus de temps à éviter les risques qu'à absorber la beauté qui l'entoure. Au final, le plus grand problème est que Paris n'a pas créé de solution pour gérer son propre succès. La ville continue d'attirer des millions de personnes, mais ne les accueille pas avec l'attention, l'infrastructure et le respect nécessaires. Le résultat est un tourisme éprouvant et bien souvent décevant, une expérience qui demande patience, argent et résilience émotionnelle. La ville lumière reste éblouissante, mais il n'a jamais été aussi difficile de voir cet éclat derrière les obstacles imposés aux visiteurs. Paris a toujours été célébré comme la ville de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Un lieu où le luxe cohabitait avec le quotidien et où chacun, indépendamment de ses revenus, pouvait se sentir partie prenante de l'expérience parisienne. Mais cette réalité a changé radicalement. La ville qui autrefois accueillait des voyageurs de toutes les classes envoie aujourd'hui un message silencieux, mais clair: Paris est toujours à vous, à condition que vous puissiez la payer. La transformation a commencé lentement, presque imperceptiblement. Des hôtels traditionnellement abordables ont augmenté leurs prix jusqu'à des niveaux absurdes. Des restaurants qui étaient autrefois des refuges pour étudiants et artistes sont devenus des lieux élitistes où un repas simple coûte l'équivalent d'une journée entière de salaire dans de nombreux pays. Même des activités basiques, comme visiter des monuments ou se promener dans des zones célèbres, exigent désormais des dépenses complètement déconnectées de la réalité de la classe moyenne mondiale. Aujourd'hui, Paris a été reconfiguré pour l'élite internationale. Des quartiers comme le Marais, Saint-Germain et une partie de Montmartre sont devenus des vitrines de consommation excessive. Des boutiques de luxe occupent des espaces autrefois réservés au commerce traditionnel. Des hôtels 5 étoiles poussent comme des fleurs dorées. Des cafés historiques adoptent des tarifs qui défient le bon sens. La ville s'est ajustée pour séduire milliardaires, investisseurs, héritiers et influenceurs haut de gamme, des personnes qui consomment sans jamais questionner. Pendant ce temps, le touriste ordinaire fait face à un scénario hostile. Des chambres minuscules coûtent des prix exorbitants. Chaque déplacement, chaque repas ou billet d'entrée exige une planification financière rigoureuse. Même marcher dans les zones touristiques est devenu un défi, avec des commerces hyper commercialisés et des prix gonflés qui transforment chaque arrêt en décision budgétaire. Le plus préoccupant est que Paris n'est pas seulement devenue chère, elle est devenue sélective. Les espaces publics ont perdu leur vitalité parce que les habitants à revenus faibles et moyens ont été repoussés vers des périphéries toujours plus lointaines. Artistes indépendants, étudiants, musiciens, petits commerçants, tous ces profils qui formaient l'âme parisienne ne peuvent plus se permettre de vivre dans les quartiers historiques. La ville est devenue une scène, non pour son propre peuple, mais pour un public global privilégié. Et cela se reflète directement dans l'atmosphère culturelle. Des événements autrefois populaires sont devenus VIP, des restaurants traditionnels ont adopté le menu dégustation premium. Des cafés ont introduit les réservations et les files prioritaires. Même l'art urbain, qui naissait spontanément dans les rues, est désormais contrôlé, organisé, vendu et sponsorisé. Le contraste est douloureux. Le Paris qui a inspiré films, romanciers et voyageurs semble désormais inaccessible au même type de personnes qu'il avait autrefois célébrées. La ville est devenue un terrain de jeu doré pour ceux qui peuvent dépenser sans compter, et un labyrinthe de coûts pour ceux qui doivent calculer chaque pas. Le plus ironique, c'est qu'en concentrant ses efforts pour attirer les plus riches, Paris risque de perdre ce qui faisait justement son charme irrésistible, son mélange humain. Ce qui créait la magie, ce n'était pas le luxe, mais la coexistence de toutes les classes, de toutes les cultures, de toutes les histoires. Sans cela, Paris peut continuer à briller, mais ce sera une lueur froide, distante et réservée à quelques-uns.